Écoute, merci d'avoir accepté mon invitation, Redouane. Merci d'être avec moi, de prendre le temps ce soir d'être là. Avec plaisir. Déjà, merci à toi de m'avoir invité. Et voilà, avec plaisir. J'aime toujours bien pouvoir parler de ce que je fais et pouvoir développer et puis collaborer avec d'autres, ça m'intéresse toujours, donc avec plaisir. Super. Alors, je vais juste rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est que cette émission. Et ça fait à peu près, alors ça fait plusieurs années que j'aime bien régulièrement inviter, ça s'appelait les rendez-vous pro au départ. J'invitais des gens passionnés par leur métier. Et donc, je leur demandais de parler de leur vie, de ce qu'ils font, leur parcours. Et depuis cette année, depuis septembre, une fois par mois, j'invite quelqu'un qui est passionné et qui va vraiment donner son parcours, donner les avantages, les inconvénients du métier, approfondir le sujet et répondre aux questions des gens sur Instagram. Alors moi, je fais du bilan de compétences, donc justement, j'aide les gens à trouver leur voie professionnelle. Et puis, je pense que la meilleure des façons de découvrir un métier, c'est de poser des questions aux gens qui sont passionnés par leur métier, justement. Donc, il n'y a rien de mieux que d'inviter des personnes qui vont être passionnées et qui vont pouvoir vraiment répondre avec leur cœur et leur tripes sur ce qu'ils font au jour le jour dans leur métier et comment ils sont arrivés à ça. Donc voilà, donc depuis le début de la saison, en fait, une fois par mois, il y a eu un médecin, un pharmacien, une coiffeuse, une humoriste. On a vraiment eu tout un panel de professions. D'accord. Et j'ai souhaité t'inviter, toi, parce que, en fait, on s'est croisés, on a fait un stage ensemble avec Élève ta voix en art oratoire. Et j'ai découvert un personnage qui était passionné par son métier. Et ça m'a tout de suite plu. Je t'ai suivi sur les réseaux, j'ai vu aussi ce que tu proposais. Et je me suis dit, si je dois parler de sport et de coaching et de mindset, je vais demander à Redouane, on verra. Je te remercie d'avoir accepté, d'accepter de ce rendez-vous et d'accepter de répondre à mes questions et peut-être aux questions des personnes qui seront avec nous aujourd'hui. Donc, merci Redouane. Avec plaisir, vraiment. Sans souci. Ah, super. Et donc, les personnes qui sont là avec nous ce soir, n'hésitez pas à mettre vos questions en bas. Moi, je les lis et je redonnerai les questions à Redouane à ce moment-là. Voilà. Donc, on va peut-être pouvoir commencer, parce que je pense que les gens, ils arrivent là au fur et à mesure. Il y aura un replay et je le mets sur la chaîne YouTube parce que pour les jeunes que j'accompagne, parfois je leur dis allez voir le replay de telle profession. Comme ça, ils voient aussi s'ils n'ont pas assisté au live. Voilà. Et donc ici, tu mets le replay sur YouTube ou tu restes sur le réseau Instagram? Comment ça se passe? On est sur Instagram et après Ok. sur ma chaîne YouTube. D'accord. Ok. Comme ça, il y a une trace et souvent, je te dis, c'est alors les jeunes et les moins jeunes, hein, parce que je fais ce qu'on appelle l'Ikiado. J'accompagne les jeunes qui cherchent leur voie scolaire. Donc eux, je leur dis parfois, il y a des gens qui vont témoigner pour certains métiers, donc allez voir. Et puis il y a aussi des adultes que j'accompagne qui se dirigent parfois vers des métiers, peut-être de coach. Et donc je leur dis, allez voir, justement, j'ai une interview et ça peut être intéressant pour vous. Puis le but de ces émissions, c'est aussi de faire découvrir des métiers et peut-être de susciter l'envie pour certaines personnes de se dire, et moi, pourquoi pas moi? Pourquoi je ferais pas ça, moi? Parce que voilà, ça va peut-être donner des idées aux gens aussi. Voilà. En tout cas, merci. Si tu le veux bien, on va commencer. Tout simplement, qui es-tu, Redouane? Peux-tu te présenter et puis aussi nous dire ton parcours en même temps? Je m'appelle Redouane. J'ai 32 ans maintenant. Je suis instructeur en Krav Maga à la base, coach. Je fais aussi tout ce qui est maintenant coaching mental, mindset et développement personnel, comme tu l'as dit juste avant. Je coach en boxe thaï également. Donc en fait, je ne donne pas que des cours de Krav Maga. Je donne des cours de Krav Maga mélangés à de la boxe thaï. Pour moi, mais je reviendrai peut-être après, mais c'est indissociable dans les sports de combat d'avoir et du contact et des techniques de défense. En tout cas, si on a pour objectif d'apprendre à se défendre. C'est la première chose. Sinon, au niveau de mon parcours, quand j'étais ado, a été un parcours un peu chaotique. Donc, j'ai bien fait la fête.
J'ai pas été beaucoup à l'école. J'ai beaucoup séché, donc vraiment pas du tout studieux. J'ai arrêté même, enfin je sais pas si en France c'est comme ça, mais nous on a le CESS ici en Belgique. J'ai pas eu le CESS, donc le premier diplôme de supérieur. J'ai arrêté. En fait j'ai arrêté l'école à 16 ans. Et à D'accord. 16 ans j'ai été bosser dans différents domaines. J'ai fait un petit peu de tout, mais surtout pour à ce moment-là pas vraiment travailler quoi. Mhm. Donc Mhm. le Krav Maga m'a vraiment redonné une structure de vie. J'ai commencé le Krav Maga dès l'âge de 15 ans et je le pratique depuis toujours. J'ai jamais arrêté les sports de combat en tout cas. Je me suis toujours intéressé à différents sports de combat pour compléter ma pratique. Ok. Oui, alors je précise pour les gens, Redouane est en Belgique. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il nous parle de la scolarité qui est un peu différente. Mais sinon, voilà, au niveau du parcours, c'est voilà, l'école, on voyait que c'était pas ton truc, t'avais pas envie d'y aller, quoi. Enfin, c'est pas voilà, c'est pas quelque chose qui te plaisait à ce moment-là. Par contre, le sport, pourquoi le Krav Maga tout de suite comme ça? C'est une opportunité. Il y avait ça, ou il y a quelque chose de particulier dans le Krav Maga qui t'a interpellé? Alors, en fait, je ne pourrais plus répondre à cette question parce que j'étais trop jeune et donc je me rappelle pas qu'est-ce qui m'a fait me diriger vers le Krav Maga. Je pense que j'avais envie simplement de commencer un sport et en fait c'est mon premier club à Braine-l'Alleud qui m'a fait et me donner le goût du sport en général et me donner le goût du coaching. Donc même si au final, on a une façon maintenant de donner cours qui est complètement différente et nos valeurs se sont éloignées, je respecterai toujours mon premier club pour ça. Je suis resté là-bas pendant 12 ans, donc c'est là-bas que j'ai fait mes armes, quoi. Ok, donc tu as fait du sport au début, bah voilà, parce que tu avais envie de faire un sport de combat, et puis tu t'es dit celui-là, puis tu as découvert, ça t'a plu, et tu es resté dedans en fait. Et comment t'es passé juste de la pratique finalement au coaching? À un moment donné, tu t'es dit, je vais en faire mon métier. C'est quoi le déclic? Alors en fait, à la base, j'étais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui, donc j'avais vraiment peu d'estime de moi. Et en fait, quand je donnais cours, enfin quand j'allais au cours plutôt, quand j'allais au cours à cette époque-là, j'aimais déjà bien donner des conseils à ceux qui étaient nouveaux, accompagner les nouveaux arrivants. J'étais plus celui qui va accompagner les nouveaux arrivants et donner du feedback que celui qui veut absolument performer, absolument monter. Nous, on a des grades au Krav Maga, donc si tu veux passer des ceintures, ce qui m'importait beaucoup, c'était le partage un peu social, quoi, le partage humain à ce moment-là. Et donc, ça, à cette époque-là, comme j'avais pas confiance en moi, il m'a fallu le temps que j'ose passer l'épreuve instructeur. Et après, je pense, 8 ans de pratique, j'ai passé l'examen, le premier examen instructeur en Krav Maga, quoi. Ouais. Et tu vois, ça c'est important ce que tu dis. C'est des fois, je dis aux jeunes, on a des comportements comme ça quand on est jeune et on se rend pas compte que ça va être un métier. C'est-à-dire que tu commençais déjà à conseiller autour de toi, alors que tu savais pas que tu allais en faire ton métier tout de suite. Mais tu avais déjà cette passion de transmettre et puis donner des conseils autour de toi. Ouais, effectivement, j'avais bien cette valeur de bienveillance qui était fort présente. Il faut savoir que la valeur de bienveillance, je la mets partout. Je la mets dans mes coachings, je la mets avec mon équipe, parce que maintenant j'ai une équipe de 5 coachs. Je la mets vraiment partout en valeur. Et déjà à cette époque-là, quand quelqu'un avait peur, quand quelqu'un avait des a priori sur le fait, par exemple, prendre des coups ou faire des sparring, c'est toujours moi qui allais le chercher pour lui dire viens avec moi, je vais t'expliquer comment ça se passe, etc. Et ça, c'est important pour tous ceux, pour les jeunes et moins jeunes qui cherchent justement leur métier. Regardez les choses que vous faites le plus naturellement possible. Les choses qui se répètent, peu importe ce que vous faites. Là, c'est la transmission, la bienveillance. Et donc, tu avais déjà les petites étoiles qui disaient, ouais, il vaut mieux aller du côté coach parce que c'est quelque chose que tu fais le plus naturellement possible. Donc ça, c'est super important. Et du coup, dans ce métier de coach, alors comment t'es arrivé à être coach? Enfin, je sais pas, est-ce que voilà, t'as passé tes diplômes au niveau du sport, mais après, qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir développer ça, ce métier-là? Alors en fait, même pas en Belgique, c'est un peu, il y a un bon côté à la Belgique et un mauvais côté à la Belgique, c'est que n'importe qui peut être coach.
Donc, on n'a pas D'accord. besoin de diplôme en Belgique pour être coach. Et donc, j'ai passé une formation de 10 jours, non, de 20 jours, 2 fois 10 jours, de Krav Maga dans mon ancienne fédération. Mais globalement, légalement, ça ne valait rien du tout. Enfin, ça ne vaut d'ailleurs toujours rien du tout. C'était vraiment de la pratique et un test à la fin, mais uniquement valable dans cette fédération-là. Donc en fait, quand j'ai passé, enfin, quand je suis devenu instructeur, j'étais pas prêt en fait. J'étais pas prêt et techniquement ni psychologiquement. Mais c'est en faisant et en essayant, en testant, en ratant que j'ai fini par au final avoir les compétences et surtout en me formant. Parce qu'en fait, j'ai été d'un côté coach et au fur et à mesure du temps, j'ai fait énormément de formations. Euh, Plus de 50 000 euros aujourd'hui de formation. Donc, je suis vraiment très bien formé. Mais quand j'ai commencé, c'était pas du tout le cas. Mhm. Mais c'est ça qui est important aussi de dire, c'est que finalement, quand on est bien dans son métier, on va le faire évoluer par les formations. Donc même si au début on se lance comme ça, on a quand même une base, mais forcément, tu avais déjà le talent pour. Mais si on se contente de ça, on n'est pas à la bonne place. Si vraiment on sent qu'on a envie de faire évoluer le truc et qu'on commence à faire plein de formations pour s'enrichir, c'est vraiment qu'on excelle et qu'on est sur la bonne voie professionnelle. À partir du moment où vous faites un métier mais vous n'évoluez pas dans ce métier-là, il faut vous poser des questions. Mais là, à partir du moment où toi, non seulement ça y est, je suis instructeur, je pourrais me contenter de ce que je fais, mais à partir du moment où tu commences à dire non, il faut que j'améliore, il faut que je m'améliore pour mieux transmettre, pour mieux, c'est que tu es sur ta bonne voie et c'est quelque chose qui fait pour toi. Donc oui, tu as fait énormément de formations et dans plein de domaines, et c'est pour ça que ça fait évoluer ton métier aussi, parce que tu donnes le meilleur de toi-même. Donc oui, donc après tu es passé coach et j'ai envie de dire tu continues, je suppose, à te former, puisque on s'est vu il y a 1 an et demi, on pourrait se dire mais qu'est-ce qu'il fait dans l'art oratoire? C'est super important, l'art oratoire, quand tu donnes des cours collectifs. Donc, c'est vraiment, c'est des sous-skills qui sont complètement sous-estimés aujourd'hui par d'autres concurrents. Donc, ça, c'est très bien pour moi. En fait, la plupart des coachs vont s'intéresser uniquement au domaine du coaching. Donc, il faut le savoir. Donc, par exemple, tout ce qui est anatomie, corps humain. Si je donne des cours de boxe, bien sûr que je dois savoir boxer, mais ça, c'est normal. Et il y a toutes des sous-compétences à connaître si on veut vraiment en faire son métier, en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Et l'art Parce oratoire que en fait partie, entre guillemets. en fait, tu prends la personne vraiment dans sa globalité, puis tu essayes de faire évoluer le métier aussi et d'être le plus performant là-dedans. Et du coup, tu es passé de coaching quand même à aussi tout ce qui est remise en forme, tout ce qui est mindset. Je sais que tu travailles beaucoup sur le mindset avec les gens. Moi, j'apprécie beaucoup parce que il y a une grande similitude avec le mindset de l'entrepreneur. Par exemple, je fais beaucoup de liens entre le sport et justement le mindset de l'entrepreneur, hein, l'état d'esprit qu'il doit avoir. Donc voilà. Je sais que ça, et toi, t'es passé aussi, tu t'es dit là-dedans aussi, il y a quelque chose à faire. En fait, à mon sens, c'est ce que je dis souvent aux élèves. Donc, d'une part, il y a le fait qu'ils risquent d'être agressés un jour, malheureusement. Ça, c'est peut-être 10 secondes dans une vie. Maintenant, la confiance en soi, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, je veux leur apporter plus que simplement du Krav Maga. C'est aussi pour ça que j'ai fait des formations dans tout ce qui est coaching mental, développement personnel, pour pouvoir vraiment, en fait, qu'il y ait un avant-après au niveau du mindset quand ils viennent à mes cours. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, allez, en Krav Maga, si on fait que du Krav Maga, on va pas se transformer physiquement, on va pas se transformer en bodybuilder, on va peut-être même pas perdre du poids. Mais par contre, on peut avoir une vraie transformation à l'intérieur de la tête, quoi. Ouais, il y a pas que des techniques à appliquer en fait. On sent qu'il y a tout un état d'esprit derrière aussi. Et c'est ça que tu transmets aux gens aussi. Voilà. Alors, j'ai vu quelques vidéos que tu fais pour apprendre à se défendre, pour avoir l'autodéfense, des choses comme ça. Mais ça passe aussi dans la tête, comme tu dis. Ouais, on a attaqué, ça dure un moment dans une vie, mais après la confiance en soi, c'est toute sa vie que ça doit se travailler. Et je pense que tu donnes les outils là-dessus et tu t'es formé aussi pour ça. Donc c'est vraiment un métier très très complet que tu fais. Est-ce que quand je vois une question dans le texte, je réponds direct ou bien tu as un moment pour la question-réponse? J'ai vu qu'il y avait une
question, j'allais attendre un petit peu au moment où on allait parler de ton activité, mais tu peux répondre tout de suite. Il y a quelqu'un qui demande jusqu'à combien de groupes tu encadres? Alors, Ça, mes groupes en général vont de 25 jusqu'à 45 maximum, mais parfois je donne des stages uniques à certains endroits et on a déjà été jusqu'à 90 quoi. Mais alors du coup on est plusieurs instructeurs et c'est des trucs un peu différents. Mais au niveau de la structure, on a 3 clubs. On a un club en Belgique, bien sûr. On a un club à Otigny, un club le plus gros à Mons et un nouveau club qui est ouvert il y a quelques mois à Ath. d'accord. D'accord, ouais, donc tu fais des groupes avec quand même pas mal de gens, hein. Tu es capable de faire aussi, ça doit pas être évident non plus, donc tu as raison, se former, voilà, ça s'improvise pas. Être instructeur pour des grands groupes comme ça s'improvise pas. Il faut. Ok, alors dis-nous un petit peu ce qui est le plus gratifiant pour toi en tant que coach sportif dans ton métier. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour toi? C'est la transformation des gens. Donc c'est comme je l'ai dit juste avant, en tout cas pour moi, hein, il y en a que ce serait peut-être autre chose, pour eux ce serait peut-être la transformation physique ou pour un autre coach ce serait différent, mais pour moi c'est la transformation du mindset des personnes. Par exemple, je peux donner l'exemple d'un élève à qui je pense qui était venu pour perdre du poids. Finalement, il n'a pas perdu de poids parce qu'il sait venir s'entraîner qu'une fois par semaine et ça allait pas avec voilà son emploi du temps. Enfin bref, il s'entraîne pas assez, il mange mal, donc forcément il perd pas de poids. Mais en tout cas, il se voit différemment dans le miroir, il a plus de confiance en lui, il a une meilleure posture. Et ça, pour moi, c'est plus une victoire qu'au final, s'il avait peut-être perdu les 10 kilos qu'il voulait perdre. Donc ça, c'est ouais, ce qui fait ce qui m'apporte le plus, c'est de voir une personne qui, à la base, n'était pas bien, sortir avec un meilleur état d'esprit. C'est top, c'est top. Et par contre, alors justement, les défis auxquels tu as été confronté pour devenir coach, ça a été quoi? Si tu avais des défis à nous raconter, des choses qui ont été plus difficiles ou qui sont encore plus difficiles aujourd'hui, ce serait quoi? À la base, j'habitais pas du tout la région de Mons, donc j'habitais à 1 heure de route d'ici et j'avais encore un travail. Quand je commençais à coacher, je travaillais la nuit et je coachais. Donc, et j'habitais à 1 heure de route. Donc, je faisais pas mal de temps de route. Je faisais au moins, je sais pas moi, une dizaine d'heures de voiture rien que pour aller à Mons et pour que ça rapporte rien du tout. Je me souviens les premières années, j'avais ma salle, je faisais 1 heure de route. Ben parfois il y avait personne. Je faisais des pompes au milieu de la salle tout seul parce que je me suis dit bon, j'ai fait 1 heure de route, je vais pas venir pour rien. Et puis je rentrais chez moi. Et donc au début, clairement, je gagnais rien avec ça. Il a fallu que je me forme déjà, et il a fallu quelques années avant que j'ai d'abord un petit plus par mois, et ensuite c'est devenu vraiment un métier à part entière. Mais ça a mis quand même, parce que je suis parti de rien, donc ça a mis quand même 6 ans avant que je puisse en vivre. Moi, ça a mis plus de temps que les autres. Donc persévérance, pas lâcher l'affaire. Mais en fait, comme tu avais trouvé ta voie professionnelle voilà, qui te correspond le plus, forcément, tu gardes cet espoir que ça va prendre en fait. Mais ça doit être démotivant par moment, on va pas se mentir, au niveau financier. Voilà, et puis avoir une salle où il y a 2-3 personnes, c'est pas facile au début. En fait, c'était pas spécialement ça le tout début, parce que au début, allez, de nouveau, comme j'avais ce problème d'estime de moi qui était pas encore assez travaillé, j'avais pas. En fait, je pensais que c'était pas possible d'en vivre. Donc, je pensais qu'il fallait avoir un travail et qu'il fallait juste avoir des petits à côté avec le coaching. Et moi, je venais donner cours parce que je kiffais ça. Et donc, s'il y avait 3 personnes, j'étais déjà fort content. Et voilà. Et donc, avec les années, j'ai bien vu que ma croyance, elle était biaisée et que c'était possible d'en vivre. Et à partir du moment où j'ai été focus là-dessus, en fait, mon ancien travail a fait faillite. Et j'avais 2 options. Soit retrouver un travail que j'aimais pas, soit me donner à fond et essayer de vivre du Krav Maga. J'ai choisi la deuxième option. Si tu veux, mon ancien travail a fait faillite en janvier. Et donc de janvier jusqu'à fin août, ça a été compliqué, vraiment compliqué. Pour te dire, fin août, il me restait 10 euros sur mon compte, mais pas 10 euros avec un bonus sur le côté. Il me restait 10 euros sur mon compte tout court. Et j'ai dit à une amie qui m'avait invité à boire un verre, je lui ai dit écoute, c'est pas possible que je vienne parce que j'ai besoin de mettre de l'essence pour aller à Mons demain. Et
en utilisant ces 10 euros d'essence pour aller à Mont le lendemain, on passait au mois de septembre. Et au mois de septembre, ben, c'est la grosse période dans le sport. Et ça a commencé à fonctionner à partir de là. Voilà, à la toute dernière limite. Mais écoute, c'est important ce que tu partages là, et merci de le partager parce que on voit bien que la croyance limitante, voilà, ça explosait pas au départ parce que bah, quelque part il y avait aussi une limite. Voilà, je peux pas gagner ma vie avec ça, avec ce métier-là. Et finalement, t'as pas eu le choix en fait à un moment donné, ça s'est C'est ça. imposé à toi. Et quand tu as commencé à voir, là, c'est ok. Mais on voit bien que des fois, c'est le fait, du coup, tu t'es donné à fond, tu t'es formé, après, ça a explosé. Mais c'est vraiment l'idée aussi on se limite beaucoup trop. L'estime de soi, c'est super important parce que, bah ouais, bah non, je n'imagine pas que je vais pouvoir vivre de ce métier-là. Et après, là, t'es mis, voilà, il y a eu, t'as pas eu le choix en fait aussi quelque part. Si t'avais le choix de retrouver un métier, mais dans lequel tu n'allais pas t'épanouir. Tu savais que Non, t'allais. Ok. je suis plutôt têtu, donc c'est une qualité comme un défaut. En fait, c'est une qualité dans le business, mais c'est un défaut dans le relationnel. Mais donc non, quand j'ai une idée en tête, j'ai une idée en tête. Je vais pas la lâcher. C'est pas possible. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est bien. Ouais, ouais. L'entrepreneuriat, c'est bien. Ok, donc, bon, à part ces défis-là, maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des difficultés dans ce métier? Si tu veux donner les avantages et les inconvénients de ce métier pour les gens qui veulent se lancer dans le coaching sportif, par exemple, tu dirais quoi au niveau avantages et inconvénients? Euh, Bah, on va commencer par le côté cool. Le côté cool, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait que les gens, ben, c'est gratifiant parce que les gens reviennent vers toi, on les voit transformés, on voit qu'ils sont mieux dans leur vie et que c'est toi qui as apporté ça. C'est quand même vachement mieux que quelqu'un qui vend des cigarettes, quoi. Donc ça, c'est cool, on transforme la vie des gens positivement et ça, c'est le point numéro un. Le point numéro 2 qui est assez cool, c'est que je vis de ma passion et donc je fais du sport quand j'en ai envie. J'organise mes horaires un peu comme j'en ai envie. Si on a des gros objectifs comme les miens, forcément on travaille beaucoup, mais si on a des plus petits objectifs et qu'on veut juste vivre du coaching, ben voilà, avec 20 heures de coaching par semaine, on peut très bien s'en sortir avec un salaire décent. Mhm. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Euh, je réfléchis. Je vais donner deux, trois inconvénients auxquels je pense et puis je reviendrai peut-être sur les avantages. Ouais, ok. L'inconvénient principal, c'est les annulations. Les annulations de gens qui disent je viens, sera là, mais finalement je viens pas. Puis est-ce qu'on peut changer l'horaire, etc. Ça, c'est assez compliqué. On a un boulot en même temps de secrétaire et en même temps de coach parce qu'il faut arranger les agendas de tout le monde avec le sien. Donc ça, c'est un peu plus chiant. Et il faut aussi être un peu laxiste. Donc, dans le sens, il y a des gens, ben, c'est des spécialistes, ils annulent tout le temps. Eux, faut pas lâcher. Mais en même temps, si, je sais pas, moi, Bertrand a un pneu crevé, faut pas non plus faire trop le chien en mode, non, tu payes ta séance et tant pis pour toi, je m'en fous. Donc, il faut trouver la balance entre les deux. Et parfois, on fait du social en même temps que faire du coaching. Ouais. Voilà. Tu es obligé d'être à la fois avoir un cadre et en même temps être quand même assez flexible. Mais après, la difficulté, c'est d'avoir plusieurs casquettes. La casquette du secrétaire, de celui qui aménage les agendas et puis le coach, quoi. Mais voilà, c'est ça quand on est auto-entrepreneur, on a souvent plusieurs casquettes. Et Ouais, voilà, on est c'est obligé ça. de. En inconvénient aussi, c'est si on n'aime pas les réseaux sociaux et qu'on n'aime pas se filmer, c'est, voilà. C'est compliqué parce que forcément tout le monde le fait et la concurrence le fait. Et donc, se former en marketing et en communication est indispensable en fait. Donc, si t'aimes pas ça, soit tu vas déléguer ça à une agence, ça va te coûter cher et au final, je trouve qu'ils comprennent pas très bien le cœur du métier. Soit ça va être compliqué de vraiment percer dedans. Il faut connaître, C'est très important. Ouais, ouais. C'est tout un métier de marketing et c'est vrai que bah, ce qu'on a peur, c'est de déléguer aussi sa communication. Je sais pas si toi tu as ça, mais moi je l'ai. C'est pas évident parce on a aussi peur de ne pas être compris dans ce qu'on veut passer comme message.
Et on ne veut pas forcément avoir la communication de monsieur et madame tout le monde parce qu'on fait du coaching, ça va être toujours les mêmes messages. Moi, j'ai ce problème-là, j'ai pas envie d'avoir le même message que d'autres personnes, donc je préfère le faire moi-même. Mais ça prend énormément de temps, surtout si on n'aime pas trop. Mais moi, j'ai la chance que le business, le marketing et la communication, ce soit vraiment une passion chez moi. Donc, je ne le prends jamais comme travail, en fait. Donc, mais ça, c'est moi personnellement. Et donc, un autre coach, enfin, d'ailleurs, 80% des coachs, ça les saoule complètement ce que je fais. Et donc, c'est compliqué de leur enseigner qu'il faut mieux, voilà, se former un peu sur la communication, un peu sur le marketing, que plutôt que de continuer à se former aussi dans le coaching. Bien sûr, il faut. Mais en même temps, si on ne sait pas se vendre, le programme, même si c'est le meilleur programme du monde, personne n'en voudra parce que tu ne seras pas te vendre, par exemple. Non, important. Oui. Mais moi j'ai vu ton évolution et même au niveau notamment de Instagram, parce que moi je te suis que sur Instagram, mais j'ai vu les posts, enfin tu alimentes ça régulièrement, le contenu il est varié et on sent vraiment où tu vas, voilà où tu veux aller, enfin voilà on te comprend très très bien donc. Bah, c'est du réussi. Si t'as pas quelqu'un avec toi pour le marketing, bah, bravo, bravo. Ah non, c'est moi tout seul. Hein. Le marketing, c'est vraiment moi tout seul. Je fais. En premier lieu, c'est Google chez moi qui fonctionne le mieux. En deuxième lieu, c'est Facebook. Et en troisième lieu, c'est Instagram. Et je me lance sur LinkedIn en plus. Donc ouais, j'aime bien. Mais en même temps, j'aime bien. C'est pas vraiment un travail. J'aime vraiment bien tout ce qui est post et tout ça. Ça me dérange pas du tout. Mais tu donnes quand même le conseil d'avoir un minimum de formation quand même en marketing pour savoir se vendre parce que tu as raison, sinon tu vends pas tes services. C'est compliqué. Et même si tu délègues, c'est important de connaître parce que justement, si la personne fait n'importe quoi, tu dois savoir repérer qu'elle fait n'importe quoi. Et donc, si tu connais rien, ben, tu pourrais te faire avoir assez facilement. Or que moi, quand une agence marketing m'appelle et me dit, enfin, que j'entends que c'est des bêtises, je dis non, bon, ça marche pas. C'est pas OK. Ok. Est-ce que tu as encore des avantages, des inconvénients à exposer ou tu as fait le tour? Je dirais bon, un peu comme tout indépendant, le salaire est variable. Donc parfois on gagne bien, parfois on gagne moins bien. Mais ça c'est vraiment comme tout entrepreneur. Ça aussi, en fait, c'est que si une personne qui regarde ton live veut se lancer en coaching et être salarié, c'est un métier très mal payé en salariat. Donc, je conseillerais essentiellement de se lancer en indépendant, en tout cas s'il veut vraiment, ou alors c'est presque un salaire de vendeur en magasin, quoi. C'est vraiment le minimum en salle. Donc ça, c'est assez mal payé, je trouve, par rapport à ce qu'on réalise. Donc voilà, je dirais, le côté indépendant est à prioriser, quoi. D'accord, ok, merci. Alors, tout à l'heure, on parlait justement de ta discipline. Tu parlais de Krav Maga, de boxe aussi. Alors, j'ai vu que tu avais fait un truc sur boxe ou Krav Maga. Est-ce que tu peux pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est ce que tu proposes, le Krav Maga, la différence avec d'autres sports et même la boxe. Voilà. Et toi, tu fais un mélange aussi de différentes disciplines. Pourquoi ce choix-là? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Okay. Donc, je vais d'abord d'une part t'expliquer ce qu'est le Krav Maga et d'une autre part ce qu'est mon Krav Maga. Ok, c'est important parce que si les personnes qui font des sports de combat regardent ta vidéo, en général le Krav Maga est assez controversé dans le domaine sportif. Donc c'est important que je mette bien au clair que mon Krav Maga c'est pas comme tous les autres Krav Maga. Donc d'une part le Krav Maga c'est un système de self-défense. Donc c'est uniquement des techniques de défense. En gros c'est comment se sortir d'une situation en rue. Voilà, donc si par exemple on t'agresse au couteau, on te menace au couteau, on te donne un coup de poing, on t'étrangle, on te tire les cheveux, vraiment tout ce qui va enrober, ce qui peut malheureusement j'arrive pas à trouver les mots, arriver en rue. Donc ça c'est le Krav Maga qui nous vient d'Israël. Donc le problème de ça, de nos jours dans la self-défense, c'est que quand on s'entraîne en self-défense, la plupart des instructeurs, j'aime pas généraliser, la plupart des instructeurs ne font que de la self-défense. Et donc, ils font des techniques qui peuvent être réalisées dans certains cas et moins dans d'autres cas. Mais ce qu'ils oublient, c'est le fait de la peur, en fait. Donc, si maintenant je t'agresse au couteau, je peux te montrer la meilleure technique du monde au couteau.
tu sais peut-être réaliser la technique au couteau, mais si demain tu vois un vrai couteau, ça va être une autre paire de manches. Et donc, pour vaincre cette peur-là, j'utilise la boxe. Donc, d'une part, disons que c'est un cours dure 1 heure et demie, je fais 45 minutes de boxe, 45 minutes de self-défense. Pour apprendre, que ce soit aux femmes, aux hommes, aux enfants, apprendre à ne pas avoir peur de prendre des coups, à la peur de toucher l'autre aussi parfois. Donc en fait, quand les gens chez nous en self-défense, c'est pas des bagarreurs comme on va voir dans les clubs de boxe. Ils viennent vraiment pour apprendre à se défendre. Donc en fait, globalement, ils aiment pas la violence quand ils viennent chez moi. Et donc, même le fait de toucher l'autre, c'est très souvent une barrière que je dois travailler. Simplement, oser mettre une gauche-droite aux autres. Et donc, la première barrière, c'est ça, c'est oser toucher l'autre. Et la deuxième barrière, c'est oser prendre des coups. À partir de ce moment-là, je peux commencer à enseigner tout ce qui est self-défense et la personne osera le faire vraiment en rue parce qu'elle saura ce que c'est en fait de se confronter face à quelqu'un qui est violent en fait, tout simplement. Oui. Donc là, vraiment, tu travailles d'abord, j'ai envie de dire, sur la peur finalement, parce que c'est vrai, l'état de sidération, voilà, t'as beau avoir pris la technique, si tu es envahi par la peur, tu risques de pas bouger en fait. Il y a des gens, c'est ça, hein, c'est la sidération et c'est une solution de notre cerveau qui va nous bloquer complètement et qui risque de pas nous aider à ce moment-là. Donc là, toi, tu préfères aborder ça d'abord du côté de combattre ses peurs, oser toucher, oser parce que il y a des gens ils disent moi j'ai pas qui n'aiment pas la violence on va dire et qui n'aiment pas les combats et toucher l'autre, taper l'autre, c'est comme un interdit qui se sont faits à eux-mêmes, y compris même pour se défendre. Donc toi tu passes par là, tu utilises la boxe pour ça d'abord pour dire de leur faire comprendre que finalement non, il faut d'abord comprendre qu'on a le droit de toucher, qu'on a le droit aussi de se défendre et que combattre la peur quelque part, c'est ça? C'est ça. Et j'utilise aussi tout ce qui est des drills un peu de lutte pour apprendre à aller au contact, à aller chercher l'autre. En fait, on a tous une bulle justement avec le Covid, ça va parler à tout le monde. On a toute une bulle sociale. Et c'est quand on n'est pas pratiquant de sport de combat, c'est pas normal que quelqu'un rentre dans ta bulle. Et donc, en fait, je vois des personnes, là, je sais pas te le faire en image aussi petite, mais je vois des personnes se tenir très loin et vouloir contrôler quelqu'un. C'est pas possible. Si je veux contrôler quelqu'un, j'ai besoin de contact, j'ai besoin d'aller le chercher, j'ai besoin vraiment de me rapprocher de lui. Et pour ça, c'est d'abord une barrière mentale à passer avant de la technique. Ok. Ouais, donc tu travailles beaucoup sur le mental d'abord, parce que c'est pas juste des techniques à apprendre. C'est ça qui est important, mais ça, c'est toi qui as choisi d'utiliser cette méthode-là. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai quitté mon ancien club. C'est pour ça que je n'étais plus en accord avec eux, parce qu'ils faisaient essentiellement que du Krav Maga, qui a ses forces, mais ses faiblesses aussi. Et j'essaye tant bien que mal de me remettre en question tous les jours pour effacer le plus possible de faiblesses de ma méthode, plutôt que de me dire « Ouais, non, mais cette méthode, on l'a appris comme ça, donc c'est comme ça. » Mais je pense pas du tout comme ça. Si demain tu me démontres que ce que je te dis c'est pas bien, je vais me remettre en question directement et te dire ok, ce que j'ai dit c'était pas bon, toi ce que tu dis c'est mieux, on part sur ce que tu dis. D'accord. Et là on comprend bien, et ça peut être aussi intéressant pour ceux qui veulent se lancer dans le coaching, que toi dans le coaching sportif, c'est que tu as analysé aussi ce que tu voulais vraiment apporter aux autres. C'est-à-dire que ton objectif il est de faire que les gens brisent les peurs et soient vraiment capables de se défendre avec des techniques. Et je pense que c'est aussi ça important quand on veut être coach sportif, c'est essayer de s'analyser et de se dire qu'est-ce que moi je vais apporter de différent de l'autre, de par ma personnalité, de par aussi les techniques que je connais et de ce que vraiment j'ai envie d'apporter. Toi, c'est pas seulement une technique que tu vas apporter, c'est tout un ensemble d'éléments qu'il faut qu'on est vraiment capable de se défendre. Il y a quelqu'un qui dit la meilleure défense, alors je sais pas ce que tu en penses, la meilleure défense c'est l'attaque. Il y a quelqu'un qui dit ça. Est-ce vrai? Ça dépend de la situation. Je suis pas. Alors, le fait de te laisser attaquer, je suis pas ok avec ça. Ça, c'est sûr. Faut pas attendre, voilà. Mais la fuite peut être une bonne option si je sais fuir. Donc, si je me retrouve face à deux personnes, il y a une personne qui a un couteau, il y a une personne qui est main nue et qui veulent m'attaquer. Si je sais courir, c'est déjà très bien.
D'accord. Mais c'est pas toujours possible. Donc il y a trois réactions possibles à une agression. Tu en as cité une tout à l'heure qui était la pétrification. Et ça, c'est la pire. On va vraiment éviter d'être pétrifié et de plus savoir réagir. La deuxième option, c'est la fuite. Et la troisième option, c'est l'attaque. Ça va dépendre d'une situation à l'autre. Je sais pas vraiment répondre à la question précisément. D'accord. Ok. Moi, pour avoir déjà été une fois très très jeune attaquée, c'est vrai que j'ai choisi la fuite. mais, mais c'est pas évident parce qu'après, il faut savoir remonter aussi au niveau de son estime de soi parce que après, on a quelque chose dans la tête qui revient toujours. Pourquoi je me suis pas défendue? Pourquoi j'ai pas pu? Pourquoi il y a ces questions-là? Et je pense que si on travaille notre mental après, ça peut aider de se dire ok, des fois on n'a pas le choix, il faut fuir, il faut l'accepter, et c'est une bonne solution. Et des fois on n'a pas la possibilité de fuir, et justement c'est là où c'est intéressant d'avoir les techniques que tu donnes, parce que voilà, est-ce que tu personnalises tes accompagnants parce que comme tu as des grands groupes, des fois c'est pas possible, mais est-ce que tu essayes de voir le profil de chaque personne que tu accompagnes? Alors, on donne des cours privés, donc ça en privé, oui. En privé, j'ai vraiment une table, j'ai même voilà, un modèle de personnalité, et on fait en fonction de la personnalité de chacun. Maintenant, ce que je voulais dire par rapport au sujet juste avant, c'est que c'est 80%, la fameuse loi de Pareto, c'est 80% de mindset, de confiance en soi et de posture pour la défense. Donc, si je me laisse manger, on est des animaux. Donc, si le prédateur m'attaque et que je me laisse attraper, bah, il va en profiter. Si en revanche, il voit que je suis pas une proie, il va hésiter. Donc l'idée c'est de pas se laisser faire. Bon, ça évidemment ça demande de la pratique et de savoir comment se positionner, quelle voie adopter, quelle posture en règle générale pour un petit peu, j'ai envie de dire, l'intimider, un peu comme si les gorilles montraient les épaules quoi. Et ça règle 80% des problèmes. Après, il y a les 20 autres pourcents qui sont très dangereux où on risque de se faire prendre un coup de couteau, où on tombe sur un dingue. Et, voilà, ça c'est autre chose. Ok. Oui, par rapport à la posture, c'est souvent ce que j'explique même aux jeunes, voilà, qui sont parfois très timides. Et en fait, je leur explique que bah, non, déjà vous devez traverser un endroit où vous le sentez pas, où il y a des regards où vous vous sentez pas en sécurité, bah, essayez de justement le contraire, tête haute, parce qu'en fait, la posture, elle donne le feu vert aussi. Alors, je dis pas que on est victime consentante, hein, c'est pas vrai, je dis pas ça du tout, mais je dis qu'il y a des signaux qui font qu'on va peut-être plus être visé que d'autres. Oui, c'est ça. Et ça, c'est aussi dans notre posture. Donc après, quand on arrive dans un endroit, la tête haute, et puis voilà, si on arrive comme ça, on va tendance à attirer les regards et donner un signal de on peut y aller, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça, effectivement. Donc, le fait d'avoir une voix basse, de se laisser un petit peu, ouais, maltraiter comme ça, effectivement, ça peut donner à l'opportunité de l'autre de vouloir agresser plus facilement. Ouais. Et alors, je vais dire ce qu'il y a quelqu'un, alors, dont Philippe dit, c'est vrai, car la peur, si elle n'est pas contrôlée, elle nous paralyse ou nous fait perdre nos moyens. Analyser un conflit avant qu'il vienne, ça m'a souvent aidé. Effectivement, Philippe, bonjour à toi. Ouais. Ouais, effectivement, je suis d'accord. Et ça, ce qui est intéressant, c'est de savoir que toi, tu accompagnes à ça aussi. Tu donnes bon, pour tes coachings personnalisés, ça aussi, tu l'abordes selon les personnes. Ça va dépendre de l'objectif évidemment de la personne. Ce qu'on fait, on fait de la self-défense, mais on fait aussi tout ce qui est perte de poids, reprise de confiance en soi, ou justement, tu me parlais d'entrepreneuriat, des entrepreneurs qui sont stressés de leur semaine, et donc là, ils viennent pour déstresser. Donc je leur mets pas une situation d'agression en plus quand ils viennent en fin de journée. Donc, ça va dépendre vraiment d'une personne. Ouais, ouais. S'ils sont venus pour décompresser et qu'on les met encore dans une situation de Ouais. stress, ça peut être très épuisant. D'accord. Donc vraiment, tu adaptes en fonction de l'objectif de la personne. Tu vois avec elle et en fonction de ça, tu adaptes. Donc oui, donc là, donc tu nous as parlé du Krav Maga et des autres techniques que tu mets en complément pour lutter voilà, contre la peur et puis préparer au mental aussi. Et du coup, donc ce mindset-là, tu le travailles avec les gens. Tu as dit là, c'est aussi bien les enfants, les adultes.
les femmes, les hommes, Ouais, c'est ça. Donc, Ok. enfin, on prend à partir de 5 ans en privé, parce que c'est déjà assez tôt, et 8 ans en cours collectif. Donc, en fait, tout ce qui est boxe taille, les enfants 8 ans, ils comprennent très bien parce que c'est réflexif, c'est du jeu, ils se déplacent, ils se dépensent, et donc c'est très, voilà, ils sont faciles à comprendre. Ils ont beaucoup plus de mal à comprendre les techniques de self-défense parce que c'est plus un travail mindset technique, et donc là, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, en dessous de 8 ans, j'ai bien remarqué que c'est pas envisageable. C'est trop compliqué. Ok. Donc après, tu parles aussi de remise en forme. Donc il y a des personnes qui ont des soucis de santé, des pertes de poids, ou qui viennent te consulter, enfin qui viennent te voir pour du coaching. Comment ça Ouais. se passe? Parce que du coup, toi, c'est au niveau physique, mais est-ce que tu donnes aussi des conseils au niveau nutritionnel? Ou je sais pas, hein, je te pose la question. Comment Alors, tu gères au ça? niveau nutrition, je collabore avec une diététicienne, Anaïs. Donc, en fait, dès que ça sort de mon sweet spot, donc de mon domaine de prédilection, je délègue. Déjà, j'aime beaucoup déléguer. Ça, je te l'expliquerai plus tard. J'aime beaucoup déléguer en règle générale. Mais dès que ça sort de mon domaine de prédilection, c'est sûr que j'envoie chez quelqu'un d'autre. Donc, si ici, ben oui, je connais un peu la nutrition, mais de là à faire un plan alimentaire, non, je suis pas formé pour, et donc j'envoie chez un professionnel. Donc tout ce qui est nutrition, si tu me demandes deux, trois conseils vite fait, ok, y a pas de souci. Mais si tu veux un truc pro avec un plan, savoir ce que tu dois manger à tel moment, j'envoie chez Alice. Euh, je fais le premier objectif sur lequel je travaille, c'est la confiance en soi. Ça, c'est le truc duquel je mets en avant sur le site internet, je mets en avant ça partout. Ça, c'est le numéro un. Mais la confiance en soi, c'est vaste. La confiance en soi, ça peut être la prise de parole en public, qu'on avait travaillé ensemble. Ça peut être j'ai peur de me faire agresser en rue. Ça peut être ben, quand j'ai un conflit avec mon conjoint, ben, j'ose pas m'exprimer. Donc ça dépend un petit peu. La première fois, j'accueille la personne, je l'écoute, je vois avec elle ben, quel est exactement son problème. Donc tout ça par des questions de développement. Hein. Et en fin de séance, ben, je lui dis voilà, est-ce que ça te parle? On va faire ça ensemble. Elle décide si on travaille ensemble ou non. Donc ça fonctionne comme ça pour tout. La remise en forme, c'est euh, si jamais ben, quelqu'un me dit voilà, j'ai pas d'estime de soi parce que je me trouve trop gros, j'aimerais bien me sentir mieux dans mon corps, des choses comme ça, ben forcément, il va y avoir une partie physique, perte de poids, qui sera dans la programmation, quoi. Ok, ok. Ouais, donc c'est tout un programme que tu mets en place, quoi. C'est vraiment adapté et complet en fait. Ça traite aussi bien du corps et de l'esprit, ça me parle bien. En privé, oui. Ok. En privé, ben, c'est un peu pour ça qu'on paye un coach privé. Sinon, il vient recours collectif. Donc, il faut que ce soit adapté pour chacun. C'est important. C'est vrai, ce qui est bien, c'est de se dire, voilà, même si c'est un coach sportif privé, il y a des gens qui associent ça uniquement au côté, ouais, il va m'entraîner, il va m'aider à être meilleur en sport, avoir de meilleures techniques, et ils voient que ça dans le coach sportif. Et là, on se rend compte que bah, c'est pas que ça. Là, ça peut être sur des problèmes d'identité, Ouais. d'estime de soi, de confiance, de mindset. Tu parlais tout à l'heure des entrepreneurs. Alors moi, forcément, c'est un sujet voilà, que j'apprécie beaucoup. On a beaucoup de similitudes dans le sport au niveau motivation. Comment tu abordes justement ça, le mindset des entrepreneurs? Comment tu fais pour accompagner ces entrepreneurs? Tu parlais tout à l'heure de souffler de sa journée, mais au niveau de l'état d'esprit, quelle similitude tu peux faire? Ça me parle également beaucoup parce que c'est aussi un domaine qui me passionne à fond, l'entrepreneuriat, tout ce qui est business. Et donc, quand quelqu'un vient me trouver avec une problématique comme celle-là, ben déjà, je le comprends moi-même parce que je vis certainement pas mal de ces frustrations vu que moi-même je dirige une équipe, que moi-même j'ai certainement pas mal de stress par rapport à ça. Et donc, directement, il y a déjà une connexion facile qui se fait. Après, ça va dépendre encore une fois parce que la problématique de chaque entrepreneur va être différente. Et surtout, ce que j'essaye de savoir, c'est le pourquoi ils viennent ici. Donc, ils vont me dire, voilà, ben, je viens parce que je suis stressé. OK, pourquoi tu es stressé? Et puis, il va me dire autre chose, ben, je suis stressé parce que, je sais pas moi, mon équipe m'écoute pas. OK, mais ça veut dire quoi pour toi? Ton équipe t'écoute pas. Et donc, je vais vraiment développer à fond cet objectif. Et une fois que j'ai le vrai problème, là, je travaille dessus. Donc, ça va être
être compliqué de te donner une réponse claire, de te dire, ben voilà, j'accompagne un entrepreneur comme ça. Parce qu'un entrepreneur, ça reste une personne et chaque personne va avoir un problème différent. Donc, je peux, par exemple, te mettre en lumière que ben, si la prise de parole en public pour quelqu'un est un problème, eh ben, pour deux personnes différentes, c'est le même problème, mais c'est pas la même cause. Peut-être que il y a un problème de prise de parole en public parce que j'ai peur qu'on me juge. Et il y a, j'ai peur de parler en public parce que j'ai peur, je sais pas moi, j'ai peur de pas savoir m'exprimer, qu'ils me comprennent pas. Et donc ça va pas être les mêmes peurs. Et il va falloir identifier c'est laquelle avant de commencer un suivi. Et du coup, c'est ce que j'apprécie dans ton coaching, c'est qu'on voit bien que c'est pas la même solution pour tout le monde. C'est-à-dire que ton objectif, c'est d'aller voir vraiment quel est le vrai problème, qu'est-ce qui est caché derrière et sur quoi on doit vraiment travailler. Parce que des fois, voilà, ces problèmes de confiance en soi, on laisse ça, voilà, on met tout dans le même panier. Toi, tu vas aller chercher avec eux le vrai problème et aller travailler sur ça. Et donc là, c'est vraiment coaching sportif avec du coaching mindset aussi. On est vraiment dans un package. C'est ça. Parfois, enfin, ici, je suis justement en pleine formation. Bon, je sais pas si je peux dire le nom, mais bon, bref, je ne dis pas. Voilà, je suis en pleine formation de 2 ans, une grosse formation de coaching mental, justement, pour encore apprendre à mieux creuser, poser les bonnes questions, aller chercher au bon endroit. Et ça, c'est clairement un truc qui me drive. Ça, c'est clairement ce qui me passionne dans mon métier, c'est justement trouver comme il dit dans ma formation, le bon domino où tu dois appuyer pour que tous les autres dominos tombent. Clairement, ça me passionne. Ouais, merci pour ce message-là. Donc, franchement, c'est un super conseil. Formez-vous. Formez-vous et si vous voulez développer des choses, restez pas enfermé avec les connaissances acquises qu'on répète et qu'on bouge pas. Évaluer tout à l'heure te dit quelque chose vraiment d'intéressant. Tu dit ouais, si on me dit que ça va pas, eh ben, je vais essayer de comprendre pourquoi ça va pas et je vais aussi entendre la critique et je vais évoluer, je vais travailler sur plein de choses. Et ça c'est top. Et je veux dire là ça fait des années que tu fais ça et on sent que tu évolues encore parce que tu continues à te former. Redouane de début, Audrey du début, on n'est plus les mêmes personnes parce que on a vécu des expériences de vie, mais on a surtout accepté de continuer à se former. On ne sait pas tout et le mieux c'est de faire évoluer son métier. Et voilà, il n'est pas, voilà, j'ai une technique, je l'enseigne et c'est comme ça. Là, on sent que il y a la volonté de faire évoluer ça parce que c'est bon pour les gens qui sont en face de nous. On voit bien que les problématiques, elles sont diverses, variées, et tu peux pas utiliser la même technique, les mêmes outils pour tout le monde identique. C'est pas possible. C'est ça. Donc merci pour ce coaching que tu proposes parce que je pense qu'il est vraiment complet. Voilà. Et est-ce que ça t'arrive de dire à des gens, non, c'est pas ce que je peux pas vous aider dans ce que vous cherchez. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui viennent et qui n'ont pas compris, qui viennent chercher quelque chose d'autre? Parce que voilà, est-ce que c'est des fois tu dis non? Alors je vais te répondre à toi et en même temps je vois que Mustapha ici m'a posé une question, donc c'est à peu près la même question. Mais du coup, est-ce que j'ai déjà refusé quelqu'un avant? Oui. Maintenant, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui a des compétences pour accueillir ces personnes-là. Donc, des gens qui veulent prendre de la maths, qui veulent tracer leurs muscles et tout ça, c'est pas mon dada, j'aime pas, je fais pas. Donc, typiquement, ce genre de profil, ben, maintenant, j'envoie chez Corentin. Et avant, je le conseillais, ben, va plutôt voir X personnes. Puis après, je ne m'invente pas non plus des expertises que j'ai pas. Si maintenant quelqu'un veut apprendre le grappling ou le jiu-jitsu brésilien, bon ben, je suis pas la personne adéquate, donc non. Mais là, je le dis directement au téléphone et ça je rencontre pas en vrai quoi. Maintenant, pour répondre à la question de Mustapha, j'ai déjà exclu quelqu'un au début que je coachais en cours collectif. C'était une amie à l'époque, parce qu'en fait, elle prenait trop la confiance, genre on est potes, on est amis, et elle m'interrompait pendant que je donnais cours, donc je lui ai dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après je lui ai dit qu'il fallait plus qu'elle vienne, quoi. Donc oui, j'ai déjà exclu quelqu'un que je connaissais, effectivement. D'accord. Bon, parce qu'il y a quand même un cadre, hein, il faut quand même mettre des limites. Par contre, ce qui est intéressant sur ce que tu as dit, c'est que tu t'inventes pas des compétences que tu n'as pas. Et que, alors tu l'as dit, et tu as dit que t'en parlerais après, mais tu aimes le partage, le partenariat. Oui, C'est bien aussi.
Le réseautage, c'est top. Tout à fait. Donc, si maintenant Anaïs elle a des patients qui ont besoin de faire du sport, généralement elle me conseille. Et si moi j'ai besoin de quelqu'un qui a un suivi nutritionnel, j'envoie chez Anaïs. Et j'ai Il y a que aussi ça. une collaboratrice qui est psychologue aussi. Donc si jamais je vois que le cas il est trop hard, je peux envoyer chez Marine. Ok. Donc ça aussi c'est super important, le réseautage. Restez pas tout seul. Celui qui dit qu'il sait tout faire, il sait rien faire. Pour moi c'est super important d'être bon dans ce qu'on fait, de développer, de se former. Mais on ne peut pas être bon dans tout. Donc à un moment donné, par contre, avoir des partenaires, un réseau avec des gens, vous savez, qui vont vraiment qui sont compétents dans ce qu'ils font. N'hésitez pas parce que voilà, on peut pas prendre la personne dans sa globalité et traiter tous les problèmes de la terre. Moi, des fois, je vois ça, il y a des gens qui veulent tout faire et c'est une catastrophe parce qu'ils n'ont pas les compétences. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça me rappelle un de mes coachs à l'époque quand j'étais ado. Il donnait tous les cours. Donc il donnait cours de boxe, il donnait cours de spinning, il donnait cours de salsa. Je jure c'est vrai. Il donnait cours de zumba. La totalité c'était toujours lui. J'ai dit lui. À chaque fois je disais à mon père, si tu veux des cours de maths, demande-lui, je suis sûr il le fait. Mais c'est ça qui est terrible. Parce qu'en réalité, du coup, on se dit, mais cette personne, elle peut pas évoluer. On peut pas évoluer dans tout, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut Ouais. quand même qu'on spécialise. C'est ça qui est intéressant dans le fait que tu nous parles de ta manière de coacher, parce qu'on sent vraiment cette dimension qui est holistique, hein, qui est vraiment tu complètes, et tu as ta manière de faire Bien sûr. et que d'autres n'ont pas. Et c'est ok, c'est comme ça. Si vous voulez prendre de la masse, il y a un tel, c'est bien. C'est ça. Chacun sa compétence. En tout cas, merci d'avoir expliqué tout ça. Alors, est-ce que j'ai encore des questions? Oui. Comment tu vois l'évolution du coaching sportif justement toi? Parce que voilà, ça a eu une explosion ces dernières années. Et toi, comment tu vois cette évolution du coaching? Alors, de plus en plus justement, mais bon après c'est ce que j'aime bien. Donc évidemment, c'est peut-être un peu biaisé par rapport à voilà, on a pas mal de biais cognitifs, ça m'intéresse aussi ça. Mais bon, peut-être c'est un peu biaisé, mais c'est pas grave, quand même répondre. Euh, du fait que ce soit justement de plus en plus humain, de plus en plus axé sur le psychologique, je m'exprime pourquoi. Il y a les IA qui prennent de plus en plus de place et je pense que d'ici quelques années, un programme sportif, l'IA, elle le fera bien mieux que moi et sera bien plus précis. On sera dire exact. Je pense que j'aurais plus besoin de travailler, j'aurais plus besoin de réfléchir à ce que je fais pour le cours, en tout cas sportivement parlant. Et c'est pour ça que je pense que ça va diriger vers le côté psychologique, le côté accompagnement, parce que c'est pas la même chose de prendre ChatGPT et de demander fais-moi un programme que de venir voir un coach parce que tu as besoin de ce côté humain, tu as besoin de ce côté motivationnel. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je m'inquiète pas pour mon métier par rapport à l'IA. Mais en tout cas, je pense que l'IA va prendre de plus en plus de place. Ouais. C'est souvent ce que je dis aux gens. J'avais fait un article là-dessus. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA pour votre métier? Et j'avais dit aux gens, mais moi je pense que c'est important de savoir l'utiliser, Ouais. savoir pourquoi ça sert, et savoir comment moi je garde mon côté humain à côté de cette IA. Il y a des choses qu'on ne remplacera pas. Les bilans de compétences, c'est pareil. Maintenant, il y a possibilité d'envoyer un CV, de répondre à quelques questions, et on vous dit vous êtes fait pour faire tel métier. Je suis désolée, je vais tester pour moi déjà, c'est n'importe quoi. Et il y aura toujours cette humanité qui n'est pas là. Cet échange. L'IA va pas répondre avec ce côté émotionnel, cette recherche. Il va manquer quelque chose. Donc, je pense que justement, il ne faut pas avoir peur de l'IA, mais en tout cas se dire, elle va faire évoluer des choses, peut-être faire gagner du temps sur des programmes qui sont préconçus. Ou, voilà, ça c'est top, ça va être fait directement. Mais le côté humain, il va pas pouvoir être remplacé par une machine. Ça, c'est pas Ouais. possible. Ce côté personnel, personnalisé, les gens vont pas forcément se confier à une machine non plus. Il y a des choses qui passent pas devant un clavier. Je suis désolée. Voilà, moi j'ai pas peur de l'IA dans ce sens-là. Et je pense que tu as bien raison que dans ton métier à toi, surtout la dimension que tu donnes à ton coaching à toi, le côté mental, le côté proximité des gens, personnalisation,
va pas être remplacé, quoi. Je Ouais, pense. c'est ça. Ça, en tout cas, ma croyance du tout. Mais Voilà, moi clairement, aussi. il faut s'intéresser à ça. Clairement. Mais il faut s'intéresser. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets, de ton actualité, et puis aussi nous dire comment on peut te contacter? Alors, je sais que voilà, moi là, je suis même pas en France, mais je veux dire, tu es en Belgique. Voilà, comment on fait pour te contacter, comment ce que tu proposes et tes projets. Bah, on peut déjà me contacter ici sur ma page Instagram. Hein. Vraiment, je répondrai assez rapidement. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Les projets, actuellement, on est une équipe de 5 coachs. Je suis en train de développer ça. Donc, je suis en train, en fait, de créer ma propre formation pour former les coachs. Euh, et j'aimerais bien que mon équipe grandisse. Donc, la différence d'autres formations de coach, c'est que je veux pas former un coach qui ait les compétences et lui dire ciao. Je veux vraiment les accompagner pour les former en coaching et qu'ils apprennent à en vivre au final. Donc, ça va aller au-delà de la simple formation. Donc, je vais leur donner, en fait, j'ai fait ça sur 6 piliers. Je vais leur donner toutes les compétences middle où ils ont besoin de survivre dans le coaching. Donc, du marketing, de la communication, de la relation client, comment influencer les gens pour qu'ils passent à l'action et évidemment, ben, quand même des connaissances, anatomie et des choses à savoir au niveau programmation. Donc, j'ai créé ça. C'est vraiment la grosse partie de cette année. C'est former les coachs dans leur futur métier, à la méthode. Bah, alors, je te souhaite vraiment de mettre tout ça en place. Et je serais très contente de t'envoyer des gens qui ont fait leur ikigai, leur bilan de compétences et qui souhaitent devenir coach. Parce que voilà, je pense que ça va être du lourd cette formation et je pense que voilà, ça peut être que bénéfique pour eux. Donc je suis très contente de l'apprendre et je te souhaite vraiment de mettre ça en place. Parce que par rapport à tout ce que tu as dit et ce côté aussi bienveillant et humain qu'on a derrière, ça vaut le coup d'avoir des coachs qui vont dans ce sens-là et qui soient formés par toi. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des choses à ajouter, des mots que tu voudrais, voilà, des choses que tu voudrais transmettre aux gens qui t'écoutent aujourd'hui, des choses que j'aurais oublié de dire, Euh, des choses qui te semblent importantes de transmettre? La chose que j'aimerais bien dire à quelqu'un qui est un petit peu dans le domaine ici que tu cites, c'est fais des erreurs, apprends des erreurs, refais-en et réapprends. Ah, c'est top. C'est vraiment top. C'est exactement, ouais. Ouais, ouais. C'est comme sur comme sur un ring de boxe, en fait. Hein. Si tu vas tomber, te relever, retomber, te relever. Mais voilà, Ouais. n'oublie pas qu'il faut te relever rapidement. C'est Donc, une culture voilà. en fait difficile à apprendre de nos jours parce qu'on est un peu dans une culture de jamais vouloir se tromper et il y a des personnes en fait qui n'osent pas faire des trucs parce qu'ils me disent ouais mais si je me trompe et si je Voilà. me trompe quoi en fait c'est quoi le problème ouais mais on va me juger alors qui te dit qu'on va te juger donc c'est vraiment en fait développer cette culture de rate c'est ok de rater tant que ça te met pas non plus à la rue. Enfin, je dis pas qu'il faut tout lâcher pour partir dans le coaching, c'est pas ce que j'ai dit. Mais rate, essaye et apprendre tes erreurs et c'est comme ça qu'au final on y arrive, simplement. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment le lien que je peux avoir avec toi au niveau des gens que j'accompagne en création d'entreprise qui ont des projets et qui ont les mêmes réflexions en me disant bah voilà non je vais pas me lancer parce que si ça rate ou si j'y réussis pas ou si ben, en fait tu peux pas savoir tant que t'as pas essayé en fait. Hein. L'échec c'est celui de ne pas démarrer en fait finalement. C'est ça pour moi l'échec. Après c'est que de l'expérience et de l'apprentissage. Et c'est ce qui fait que tu vas grandir, quoi. Donc ça sera peut-être difficile, mais bon, c'est comme le sport. Il faut C'est ça. s'entretenir, il faut Ouais, se c'est ça. motiver, il faut se relever, il faut réessayer, s'entraîner et devenir meilleur progressivement, c'est tout. Et c'est quelque chose qu'on a en commun avec le sport, le mindset de l'entrepreneur. Merci beaucoup, Redon, vraiment pour tout ça. Alors, j'ai pas vu d'autres questions. Il y a des gens qui disent, voilà, ça forge le mental. Seules les personnes qui se trompent, font des erreurs, souffrent, peuvent tirer des leçons.
Donc seules les personnes qui souffrent peuvent tirer des leçons et celles qui font des erreurs tirent des leçons. Bah oui, sinon on fait rien, bah c'est sûr qu'on peut rien apprendre. Hein. Merci beaucoup Redouane vraiment d'avoir Avec accepté de plaisir. répondre à toutes ces questions. Avec plaisir. J'étais ravie de partager ce moment avec toi et que tu répondes à mes questions. Donc je mettrai le replay. Avant de terminer, je voudrais alors c'est pas un coup de gueule, c'est juste voilà, une petite annonce. Régulièrement, j'appelle des professionnels et des passionnés que je vois sur les réseaux. D'accord? Parce que si je les connais pas, bon, toi, je t'avais rencontré une fois, voilà, mais si je les connais pas, je regarde en tout cas ce qu'ils font sur les réseaux. Et donc, j'ai contacté beaucoup de personnes pour participer à ces interviews Ikigai et voilà, transmission de leur métier, de leur passion. Et malheureusement, j'ai énormément soit de non-réponses, soit de réponses, ça m'intéresse pas. Et en fait, je me pose la question, pourquoi ça vous intéresse pas de parler de vous pour d'autres? Donc chacun est libre hein, de dire oui ou de dire non, mais je trouve ça tellement dommage. Ça coûte rien en fait. Si ça a coûté une bonne heure de ton temps, et je te remercie Redouane, mais en tout cas, c'est pas quelque chose ça coûte pas tellement que ça. Alors c'est pas donné à tout le monde de parler, et je t'en remercie parce que voilà, c'est peut-être pas un exercice que tu fais souvent, mais en tout cas tu as accepté de le faire, et je pense que tu avais compris aussi le but de ces interviews. C'est pas juste pour mettre en lumière quelqu'un, je suis contente de le faire aussi à travers cette interview, mais il faut penser à la relève, oui, penser à nos jeunes et à nos moins jeunes aussi qui se réorientent et qui se cherchent, ils se posent des questions et on a besoin d'avoir non pas de la théorie, ce qu'est ce métier dans un bouquin, on a besoin d'avoir des gens qui parlent, qui s'expriment, qui disent vraiment ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent et ce qui est possible de faire dans leur métier, à travers leur métier. Parler de mission altruiste, parler de ce qu'on donne aux gens à travers son métier, c'est super important. Et donc, voilà, mon petit coup de gueule, je vais dire, c'est ça, c'est le manque de réponse. Donc, si vous connaissez des gens qui sont passionnés par leur métier, qui ont vraiment envie de contribuer à ça, ben, qui me contactent. On va discuter et on essaiera d'organiser cet échange-là. Et même si ces personnes ont peur d'être sur un live, on fera un petit coaching avec Redouane pour les motiver contre la peur. Et il y a d'autres techniques. Moi, j'ai déjà eu une dame qui avait peur d'être en live, donc on l'a fait sur Zoom avant, voilà, et ensuite on l'a mis en replay. Mais voilà, pensez à la relève. On a des outils, j'essaye de mettre en place cet outil-là. Il y en a plein d'autres, je ne dis pas que c'est le meilleur, mais voilà. On a une petite responsabilité. Si chacun prend sa part de responsabilité et faire un petit peu, ben voilà, on peut arriver à quelque chose. Donc n'hésitez pas à me contacter. J'ai pas traumatisé Redouane, je ne pense pas, rassure-moi. Je pense que voilà, c'était pas quelque chose de compliqué. Et en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'espère que Redouane aussi, tu en as pris. Oui, c'était cool. C'était cool. C'était cool. Ben, merci à toi en tout cas. Oui, j'ai vu des noms. Je sais que prochainement, Martha qui est là, je vais pas hésiter à t'appeler aussi pour que tu montes en live. Mais en tout cas, voilà, je comprends que des personnes puissent refuser ce travail-là. Mais en même temps, pensez à la relève. On n'est pas tout seul. En tout cas, merci Redouane, merci beaucoup. Continue à faire ce que tu fais avec talent. Et j'invite vraiment une personne qui nous écoute et qui poserait des questions, vraiment à te contacter sur ton site, sur ton compte Instagram. Je vais le mettre en dessous de toute façon et puis je le mettrai en replay derrière sous la chaîne YouTube sur le descriptif. Merci beaucoup Redouane, merci à toi. Et merci à tous. Et à la prochaine. Merci beaucoup Redouane. Merci à tout le monde pour votre participation. Au revoir.